Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Les Comics pour les nuls. Avant tout, bonne année. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'avais pas fait de vidéo depuis le début de l'année, donc voilà, bonne année à tous. Merci de regarder mon émission, ma chaîne, le nombre d'abonnés monte petit à petit, ça fait plaisir. Alors, aujourd'hui, beaucoup de choses à voir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pris un petit peu de retard. J'ai eu pas mal de comics pour Noël, j'en ai acheté quelques-uns depuis. Donc, beaucoup de choses à voir aujourd'hui. On va commencer tout de suite. Et on commence aujourd'hui par du Vertigo. Alors, Vertigo, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer tout de suite. Vertigo, c'est un éditeur, une maison d'édition, une filiale de DC Comics en fait. C'est-à-dire que en 1993, DC Comics a créé une autre branche pour pouvoir éditer des récits qui sortaient un peu des récits de super-héros que DC Comics faisait. Et c'est des récits à la base plus adultes, pas pour les enfants, et en tout cas pas des récits de super-héros. Et donc, euh, quand Urban Comics a récupéré les droits de DC Comics en France, ils ont aussi récupéré les droits de Vertigo, et donc il y a des séries Vertigo qui sont publiées en français par Urban Comics. Alors, on commence tout simplement tout de suite par Fable. Fable, c'est pas du tout une nouveauté, c'est un titre qui date de 2002. Il a été publié pour la première fois en 2002 aux États-Unis. Un titre qui est tombé dans l'escarcelle d'Urban Comics avec tous les titres Vertigo. Et Panini, qui avait les droits avant, avait commencé à faire des publications en couverture souple. Et donc, lorsqu'Urban a récupéré les droits, ils ont fait deux éditions. Ils ont recommencé à partir du numéro 1 en couverture dure, hein, tous les formats classiques Urban qu'on connaît bien maintenant. Et puis, ils ont continué la numérotation Panini en couverture souple. C'est-à-dire que si vous regardez les nouveautés Urban, chaque mois, il y a des numéros qui sortent, je crois qu'on en est 8 ou 9, ou peut-être que je dis n'importe quoi, mais pas très loin en dur. Et en souple, par contre, on en est au numéro 20, il me semble. Donc voilà, ils sortent un peu les deux en même temps. Alors, qu'est-ce que c'est Fable? Eh bien, l'histoire est assez simple, ça va peut-être vous dire quelque chose. C'est que ça raconte l'histoire de tous les héros de Contes de Fées qui ont été chassés du royaume des Contes de Fées par un adversaire, un méchant, dont on ne sait pas grand-chose dans le tome 1, mais j'imagine qu'on en apprendra plus dans la suite, et qui se retrouvent tous soit à New York, où ils vivent en communauté, enfin avec le maire de Fableville, c'est-à-dire comme s'il y avait une ville dans la ville de New York. Eux, constitués en communauté de Fableville, vivent entre eux avec leurs règles, en essayant évidemment de se cacher des gens normaux, que les gens normaux ne sachent pas qu'ils sont des personnages de contes de fées. Et puis il y en a d'autres qui sont dans ce qu'on appelle la ferme. On n'a pas beaucoup de détails dans ce tome, on en saura sûrement plus dans la suite. Alors vous allez me dire, ah mais l'histoire c'est Once Upon a Time, la série qui était passée sur M6 pendant longtemps. Je sais pas, j'ai pas vu, j'ai jamais regardé Once Upon a Time, mais il paraît que c'était vraiment pas super. Alors que Fable, pour le coup, c'est vraiment super. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai lu uniquement le premier tome pour l'instant, mais ça m'a tout de suite accroché pour continuer, pour lire la suite. L'histoire est vraiment cool. Dans euh, ce tome, cette histoire démarre sur la découverte d'une scène de crime. C'est-à-dire que Blanche-Neige est la conseillère du maire de Fableville, et c'est la sœur de Blanche-Neige qui a été tuée. Et donc, le grand méchant loup, qui euh, maintenant évolue sous des traits humains, est devenu enquêteur pour Fableville. Il s'est racheté de tous les crimes qu'il avait fait avant, et il va enquêter sur cette scène de crime, à savoir est-ce que la sœur de Blanche-Neige est morte, et si elle est morte, qui l'a tuée. C'est vraiment super intéressant. Du coup, euh, un tome, une enquête, là. Dans le tome, vous avez l'intégralité de l'enquête, vous avez le dénouement à la fin, et puis d'autres petits mystères qui sont plantés ci et là pour préparer la suite. C'est vraiment super. J'ai pas été hyper fan du dessin, mais voilà, je vous montre un petit peu le dessin. Mais c'est le genre de choses où, pour moi, même si je suis pas fan du dessin, le scénario rattrape largement. Et donc, c'est parti.
c'est un peu une série où je voulais pas trop m'y mettre parce que je savais que j'allais être mordu, et ben voilà, trop tard, j'y suis, et maintenant j'ai envie d'acheter tous les tomes, donc je vais faire ça petit à petit. On continue, American Vampire, ça aussi c'est chez Vertigo. Alors là, gros truc à signaler, c'est que c'est co-scénarisé, en tout cas le tome 1 est co-scénarisé d'un côté par Scott Snyder qui a fait la saga La Cour des Hiboux sur Batman qui était excellente. Et puis de l'autre côté, Stephen King. Je sais pas si vous voyez, voilà, là vous voyez Stephen King. Alors Stephen King, romancier américain à succès. Je sais pas vraiment ce qu'il a écrit, j'ai jamais lu du Stephen King, mais il a vendu des tonnes et des tonnes de livres. Et Stephen King donc co-scénarise et il a même fait la préface. Ici, préface de Stephen King. C'est vraiment, vraiment sympa, une préface vraiment bien écrite. Qu'est-ce qu'on peut dire sur American Vampire? C'est une histoire de vampire, mais pas du tout les histoires de vampires dans le même genre que ce qu'on nous sert depuis quelques années au cinéma. C'est un petit peu violent, c'est pas trop sanglant, il n'y a pas de truc vraiment horrible. L'histoire c'est, il y a des vampires qui ont infecté un gars qui n'était pas vampire à la base. En fait ce gars a évolué, il est devenu une espèce plus avancée de vampire, le vampire américain. Et donc il va contaminer une autre personne qui va elle-même évoluer dans cette espèce de vampire dominante. Et c'est entrecoupé de récits plus anciens, parce que ce vampire a été mangé en fait il y a des années en arrière. Et donc, Scott Snyder scénarise les récits à notre époque, et Stephen King fait tous les récits dans le passé. C'est vraiment très bien, très très bien. Dessin de Raphaël Albuquerque. Je vais vous montrer, voilà, ça. J'aime beaucoup les dessins de Raphaël Albuquerque, c'est vraiment, vraiment très sympa. Alors c'est vraiment super, il faut lire ça, c'est un petit peu sanglant mais vraiment pas trop, c'est pas gore, c'est voilà. Alors évidemment, pas pour les enfants, hein, les titres Vertigo ne sont pas pour les enfants. Il y a 4 tomes disponibles de American Vampire, moi j'ai lu le 1 pour l'instant, et puis il y a une série qui est American Vampire Legacy, qui raconte une histoire parallèle. Et là, il y a 2 tomes dans American Vampire Legacy, dans lequel je me plongerai peut-être un de ces jours. Alors, on continue maintenant sur du DC Comics. DC Comics, je vais vous montrer ça vite fait. C'est Flashpoint. Flashpoint, je vous en avais parlé déjà dans une émission où j'avais acheté le format librairie qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez Urban. Le problème, c'est que dans le format librairie, il n'y avait pas les tie-in. Les tie-in, c'est-à-dire lorsque un éditeur fait un événement, un gros événement, un gros crossover, il y a la publication de l'événement principal, et quand cet événement a des répercussions sur les autres personnages, il y a des histoires parallèles, des histoires complémentaires dans les autres publications. Dans Flashpoint, Flashpoint a été publié sous le titre Flashpoint, et il y avait des numéros de Batman, de Superman et d'autres spécial Flashpoint. C'est-à-dire que lorsque Barry Allen, Flash, retourne dans le passé et qu'il voit cet univers, cette continuité complètement déformée, et bien à ce moment-là, dans Batman, on racontait les histoires du Batman, de l'univers, enfin de cette réalité parallèle dans laquelle Barry Allen est. Donc Batman n'est pas Bruce Wayne, Superman n'est pas tout à fait le Superman qu'on connaît, etc. Le problème, c'est que dans le tome en librairie, Urban n'a mis aucun de ces tie-in, donc moi je me suis tourné vers les kiosques en occasion, forcément en occasion, puisque ça c'est sorti en mars, avril et mai 2012, c'est en 3 tomes, là j'ai le tome 1, ici le tome 2 et puis le tome 3, voilà, c'était 3 numéros en kiosque, comme ce qu'Urban vend encore maintenant. Alors il n'y a pas tous les tie-in non plus là-dedans, et en fait je me rends compte que la seule solution pour avoir tous les tie-in, ça serait de partir à la chasse au single en VO, ce que j'ai pas du tout envie de faire parce que c'est long et fastidieux. Donc voilà, je me contente de ça. J'ai pris Flashpoint en kiosque avec certains tie-in, il y a les tie-in sur Batman et sur Superman. Et eh bien, je pense que je vais revendre mon édition de Flashpoint en librairie. En plus, c'était l'édition avec le Blu-ray et le DVD. Donc voilà, je vais voir, mais je pense que je vais le revendre et que je vais garder simplement
le kiosque, puisque j'aime pas avoir la même histoire en kiosque et en librairie, hein. Voilà, chez Batman par exemple, j'achète pas les tomes Batman, tome 1, tome 2, la cour des hiboux, la nuit des hiboux, puisque je les ai dans Batman Saga, donc voilà. On parle de Batman, c'est super, ça fait une très belle transition, puisque le prochain titre dont je voulais vous parler, c'est ça, c'est Batman Anthology. C'est sorti début décembre, mais moi je l'ai eu à Noël, donc j'étais super content d'avoir ça, c'est mon oncle qui m'a fait ça, et euh, à vrai dire, c'est vraiment super. Je vous avais parlé déjà, quand j'avais fait le dossier sur Superman, je vous avais parlé de Superman Anthology. Alors ici c'est le même principe, Batman Anthology, 20 récits légendaires du Chevalier Noir. Donc on a première apparition de Batman en 1939, mais ce qui est super intéressant dans ce tome, c'est qu'on a la première apparition aussi des partenaires de Batman. Dans Superman Anthology, il n'y a pas la première apparition de ses partenaires, puisque Superman n'a pas réellement de partenaire. Il y a Supergirl, il y a Superboy, qui partagent là un peu les mêmes pouvoirs, un peu le même nom, mais Superman il travaille tout seul, sauf quand il est avec la Justice League, mais il travaille tout seul. Alors que Batman, eh ben, assez rapidement, Batman a été rejoint par Robin, ensuite il y a eu Batgirl, et ce qui est super, c'est que là-dedans on a la première apparition du premier Robin. Le premier Robin c'est Dick Grayson, pas comme j'avais dit dans ma dernière vidéo où j'avais fait une erreur à ce sujet-là. Dick Grayson. Et puis la première apparition de Batgirl aussi. C'est vraiment super. On a plein de récits vraiment bons. Euh, Puisqu'il n'y a pas d'intégrale chez DC comme il y a chez Marvel, c'est la seule solution qu'on a pour avoir les anciens numéros et puis les premières apparitions des héros. Alors, ce qui est super bien aussi, c'est les deux derniers épisodes qu'on a dans cette anthologie. Premièrement, on a Batman Impossible, qui est en fait un annual qui raconte euh, une espèce de blague que Damian fait à Batman. Il le balade un peu autour du monde pour un jeu de piste. C'est vraiment super intéressant. Ça n'a pas grand intérêt dans la continuité, mais c'est vraiment très agréable à lire. Moi j'aime beaucoup Damian. Je suis très déçu de ce qui s'est passé récemment. Je vous en parle tout à l'heure. Mais voilà, je suis content de revoir un peu Damian là dans ses pages. Le deuxième truc super, ça c'est le dernier épisode de l'anthologie, c'est l'an 0, Zero Year en anglais. C'est l'arc qui est en train d'être publié en ce moment aux États-Unis, c'est-à-dire une saga, toute une saga qui repart dans le passé pour poser les origines du Batman New 52. Vous savez qu'en 2011 l'univers d'ici a été rebooté, tout est reparti à zéro. Et bien maintenant, ils sont en train de réécrire des origines pour le Batman nouvelle version. Cet épisode est vraiment super, vraiment super, et ça met juste l'eau à la bouche. On attend avec impatience que cet arc commence à être publié en France. On sait que ça va arriver, hein, ça arrivera dans Batman Saga dans un petit moment quand on aura fini les arcs précédents. Voilà, j'en suis à 13 minutes déjà. On continue sur du DC. Green Arrow année 1, ça aussi je l'ai eu à Noël, je vais pas m'étendre là-dessus. Il y a des tonnes de reviews qui ont été faites sur internet. Je voulais vraiment ce tome parce que donc il y avait un petit macaron là qui disait le comics qui a inspiré la série Arrow. Alors Arrow je regarde depuis la saison 1 et vraiment j'aime bien cette série, j'aime beaucoup. Si vous aimez Green Arrow, en tout cas si vous aimez les super-héros, je vous conseille vraiment cette série. Vous arrêtez pas forcément aux imperfections du début de la saison 1. À partir du milieu, ça décolle plus et la saison 2 est vraiment mieux. En tout cas, ça, j'ai été un petit poil déçu parce que ça fait avant, avant sa sortie, ça faisait des mois et des mois qu'on nous en parlait. Et euh, du coup, j'avais énormément d'attentes. Et au final, c'est bien, ça se lit, c'est intéressant. Mais au final, j'ai pas trouvé énormément d'éléments en commun avec la série Arrow. Du coup, c'est plus non plus dans la continuité de Green Arrow dans le New 52. Et avant de lire ça, au niveau Green Arrow, j'avais lu que le Green Arrow du New 52. Donc voilà, je sais pas, peut-être à relire une fois que j'aurai lu un peu plus
Green Arrow pré-New 52. On passe rapidement, j'ai eu aussi, ça c'est un cadeau aussi, Geoff Johns présente Green Lantern tome 2, non tome 2 et tome 3. J'avais le tome 1, je voulais vraiment le tome 2, tome 3, ça c'est très intéressant si vous lisez Green Lantern Saga ou alors si vous lisez les tomes Green Lantern New 52 qui sont publiés par Urban parce que le reboot a changé complètement la continuité, sauf pour deux publications, au moins deux, hein, peut-être un peu plus, mais deux que je suis moi. C'est-à-dire c'est Batman et Green Lantern. C'est-à-dire que dans Batman et dans Green Lantern, tout ce qui s'est passé avant le New 52 n'est pas annulé. C'est-à-dire que là-dedans, on a tout ce qui se passe avant ce qui est publié en ce moment dans Green Lantern Saga, puisque le reboot n'a pas annulé ça. Je sais pas pourquoi ça annule la continuité sur certaines séries et pas sur d'autres. Mais en tout cas, ça fait que les tomes Geoff Johns présente Green Lantern sont hyper intéressants parce que ça nous aide à mieux comprendre certains des événements qui sont en ce moment publiés dans Green Lantern Saga. Ça donne un autre éclairage. Green Lantern Saga, Geoff Johns présente Green Lantern. Le tome 4 a déjà été annoncé pour le 21 février, le jour de mon anniversaire, donc je pense que je me ferai plaisir. Et voilà, on passe à Nightwing tome 2, La République de demain. J'avais lu Nightwing tome 1 et j'ai trouvé ça vraiment super, donc j'ai acheté le tome 2. En fait, je suis en train un petit peu d'acheter les tomes 2 des publications en librairie que j'avais. Je voudrais avoir tous les tomes 2 avant de commencer à acheter les tomes 3. Donc il y a le tome 3 de Wonder Woman qui est sorti là ce mois. Donc je suis vraiment en train de compléter ma collection de tomes 2 pour avoir toutes les séries que je suis, tome 1, tome 2, et ensuite je pourrais commencer sur les tomes 3. Donc Nightwing tome 2, La République de demain. On a un épisode de la nuit des hiboux où Nightwing se bat contre son grand-père, en fait, et qui avait été publié dans Batman Saga lorsqu'on était sur la nuit des hiboux. C'est pas gênant de retrouver un même épisode puisque c'est intéressant dans la continuité, puisqu'il y a aussi des petites références à une enquête qui était mentionnée aussi dans Batman Saga, qui est que un corps a été retrouvé, et en fait un corps d'une personne morte, et il semblerait que l'arme du crime soit un des bâtons de Nightwing. Donc qu'est-ce qui se passe? Qui a tué cette personne? Pourquoi? Où est-ce que ça va emmener Nightwing? Vraiment un bon numéro, on retrouve un peu l'ambiance de Batman. Moi j'aime beaucoup, c'est fait par Kyle Higgins au scénario et Eddie Barrows au dessin. J'aime vraiment le scénario et le dessin, je vous conseille ça si vous avez lu le tome 1 et que vous avez aimé, et le tome 3 est déjà annoncé par Urban pour le 14 mars. Alors on passe vite fait sur un kiosque chez Urban, c'est Batman Saga 20 qui est sorti depuis un petit moment déjà, mais dont je voulais vraiment vous parler, et en particulier de Batman et Robin numéro 18 qui est le premier numéro qui est publié là-dedans. Ce Batman fait directement suite aux événements qui sont passés dans Batman Incorporated, publié dans Batman hors série numéro 3. Je vais vous le dire ce qui s'est passé, je pense que ça a été publié il y a assez longtemps pour que tout le monde le sache. Damian Wayne, qui était le fils de Bruce Wayne, qu'il a eu avec Talia al Ghul, la fille de Ra's al Ghul. Damian Wayne était devenu le nouveau Robin. Et bien dans Batman Incorporated, Damian est mort. C'est pas. Moi je m'étais dit non, c'est pas possible. Moi j'aimais vraiment beaucoup Damian, je vous le disais tout à l'heure. Puisque j'ai découvert l'univers Batman un peu cet été, j'ai pas eu l'occasion de lire du coup beaucoup de numéros avec Damian, mais je m'étais vraiment attaché à lui, j'étais dégoûté de ça. Et voilà, ça c'est le numéro où on voit les conséquences de la mort de Damian, avec un numéro de Batman et Robin numéro 18, où c'est vraiment le numéro de la tristesse. C'est un numéro complet, sans un seul dialogue, sans un seul cadre. Vous savez, les cadres là où on voit parfois les pensées du héros ou la voix du narrateur. Rien. Pas une case avec du texte, pas une bulle de parole, rien du tout, si ce n'est une lettre que Damian avait laissée à Bruce, évidemment ne sachant pas
qu'il allait mourir. Et c'est un numéro, du coup, qui se lit assez rapidement, parce que si on tourne vite les pages en regardant les dessins, moi quand je l'ai acheté, je suis arrivé très vite à la fin, et puis je suis arrivé à la fin du numéro, et j'ai juste retourné les pages dans l'autre sens, je suis revenu au début, et j'ai pris le temps de regarder les dessins un par un. C'est un numéro triste, mais vraiment, vraiment très bien fait. Voilà, je peux vous montrer ça avec Alfred aussi, qui est très très triste. Cet événement va toucher complètement la Bat Family. On se demande un peu ce qui va se passer maintenant dans l'univers de Batman, à quel point il va être un peu isolé. Il faut se faire le deuil de la famille qui a un petit peu poussé les autres éléments de la Bat Family à se méfier de Batman. Maintenant, Damian est mort. Comment Batman va réagir, comment Bruce Wayne va... qu'est-ce que Bruce Wayne va devenir dans les numéros qui viennent, c'est vraiment, vraiment une question en suspens et on a hâte de voir ça. Alors, on passe maintenant sur du Marvel. J'en ai un petit peu moins, j'en ai beaucoup moins. En fait, je lis quand même vachement plus de DC que de Marvel. Même si, chez Marvel, il y a un truc que je voulais vraiment depuis pas mal de temps et que j'ai enfin eu à Noël. C'est Avengers versus X-Men. Donc ça, c'est l'édition de luxe. À une trentaine d'euros, puisque bon, l'édition Ultimate c'est 75 euros quand même, donc c'est quand même assez cher. Alors, Avengers vs X-Men, je l'attendais vraiment, je voulais lire parce que je lis tous les mensuels Marvel Now qui sont publiés par Panini et que les histoires maintenant de Marvel Now sont vraiment impactées par Avengers vs X-Men. Donc j'attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette histoire. Et ce que je dois dire, c'est que c'est bon, mais encore une fois, j'étais un poil déçu parce que j'en attendais peut-être trop. Toujours est-il que c'est une bonne histoire, que c'est publié dans une belle édition. Voilà, c'est comme les intégrales X-Men, hein, c'est une couverture dure avec un rabat. Moi, j'enlève le rabat pour le lire, hein. Ça évite d'abîmer le rabat. Après, vous faites comme vous voulez, évidemment. Les dessins sont cool, les scénarios bien aussi. Du coup, je connaissais un petit peu déjà l'histoire, puisque on y fait énormément référence dans Avengers vs X-Men, mais je connaissais pas exactement toute l'histoire. J'ai été un poil déçu, je m'attendais à un truc plus gros, plus énorme, mais c'est quand même très très bon à lire, j'ai passé un bon moment et ça m'aide clairement à comprendre ce qui se passe maintenant dans les pages de X-Men, de Uncanny Avengers, de Avengers, etc. J'ai lu aussi, et ça je l'ai acheté en kiosque, le Marvel Universe AVX What If, c'est-à-dire les What If, c'est on prend une histoire qui a été faite et on se dit, et à un moment, et si ça s'était pas passé comme dans la vraie histoire, mais ça s'était passé comme ça. Et là, le truc, c'est, puisque dans Avengers vs X-Men, les autres protagonistes font un peu tout pour empêcher que le Phénix vienne prendre possession de Hope, et il ne vient pas prendre possession de Hope Summers, là c'est et si le Phénix avait pris possession de Hope Summers. Et et ben j'avais vu pas mal de... Là pour le coup j'attendais pas grand chose de ce truc parce que j'avais vu des reviews qui disaient que c'était pas top. Et en fait moi j'ai vachement aimé, j'ai vraiment bien aimé. J'ai lu les deux quasiment à la suite, Avengers vs X-Men et le What If. Ça donne vraiment une fin alternative, comme on peut voir des fins alternatives dans les films. À partir du milieu, même à partir du début, hein, ça met en avant des personnages différents de ceux qui sont mis en avant. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qu'on voit pas du tout dans le vrai AVX et là on les voit, donc c'est cool aussi. Moi j'ai vraiment aimé, d'autant plus que ça coûte 5,50€ pour un truc que Panini aurait très bien pu choisir de nous publier dans une édition un peu plus chère. Donc moi j'étais très content de ce What If. Alors, encore deux petits trucs dont je dois vous parler. Voilà, là, je vais approcher la demi-heure. Deadpool Paradigme perdu. J'en parle rapidement. C'est les premiers numéros de Deadpool qui ont été publiés à partir de 1997. C'était la première série régulière de Deadpool. Regardez un petit peu Deadpool comment il est. Il est gros, il est massif, il est plein de muscles et en fait il est assez différent physiquement du Deadpool qu'on connaît maintenant, qui est un peu plus svelte, un peu plus filiforme, mais qui a toujours quand même pas mal de puissance, hein. Vous pouvez le voir ici aussi. Il y a des muscles de partout, il a presque un physique de Superman, quoi. Alors, c'est clairement le moins bon des tomes Deadpool que j'ai lu jusqu'ici.
j'ai pas lu énormément, hein, je lis la série régulière Marvel Now, j'avais lu les 2 tomes de Deadpool Corps, et puis La mort de Deadpool. Et donc, je vous disais que Deadpool, c'est vraiment le seul héros, le seul comics qui me fait rire. Et là, j'ai pas beaucoup ri. À vrai dire, le scénario est pas toujours hyper facile à comprendre. Des fois, j'étais un peu perdu. Et puis, euh, je dois signaler quand même un petit problème de couleur qui a été signalé par Thomas Rivière. Thomas Rivière, c'est euh, le gars qui fait les émissions J'irai lire des comics chez vous sur YouTube et qui a un site qui est comicsplace.net. Très très bon site, très très bonne vidéo, je vous encourage d'ailleurs à aller voir. Il avait souligné dans une de ses vidéos que sur une page comme ça, par exemple, les couleurs étaient assez mauvaises. Et il disait mais c'est sombre, c'est pas normal. Et dans sa vidéo, il disait manifestement il y a un problème de scan. C'est-à-dire que il explique très bien sur son site, et je vous mettrai le lien tout à l'heure, mais c'est-à-dire que apparemment Panini aurait scanné les pages de Deadpool et ne les aurait pas retravaillées ensuite. Donc il l'a dit dans sa vidéo, là ok, très bien. Sauf qu'après il a posté un article sur son site, vers lequel je vais vous mettre le lien, où il expliquait qu'il a posté également une remarque sur le Facebook de Panini en leur disant mais c'est n'importe quoi, pourquoi vous avez fait ça, tout ça. J'ai pas vu le message puisque depuis en fait il a été supprimé par Panini. Et en fait, ce qu'il dit sur son blog, sur son site, c'est que Panini lui aurait répondu en gros tu n'as rien à nous dire parce que tu es éditeur chez la concurrence. Et en fait, Thomas Rivière est éditeur chez Glénat Comics. Il a participé à l'édition de Outzer en particulier, dont il parle pas mal. J'ai pas encore lu, mais que je lirai sûrement à un moment. Et en fait, ils l'ont complètement envoyé bouler en disant tu bosses pour la concurrence, donc tu n'as rien à nous dire, ta remarque n'est pas fondée, et ils ont complètement supprimé la discussion. Alors là, moi je trouve que de la part de Panini, c'est pas très sympa. Parce que j'ai vu un endroit sur internet où il y avait un gars qui avait posté une photo de l'original et une photo de la réédition. Et on voyait clairement que les couleurs de la réédition étaient dégueulasses. Alors ça concerne seulement un épisode sur tous les épisodes qui sont là-dedans. Mais quand même, Panini, vous nous vendez quelque chose, vendez-nous quelque chose de correct, ça serait pas mal. Donc petit carton rouge pour Panini là-dessus. Surtout pour la réaction face à Thomas Rivière, qui est quand même pas le dernier venu dans le monde du comics, donc qui sait de quoi il parle, hein, et même s'il bosse pour la concurrence, et ben ça n'empêche pas d'avoir un avis, assez, assez bon, et d'ailleurs c'est lui, par ses vidéos, qui m'a appris pas mal de choses sur les comics. Voilà, avec Age of Ultron 5 sur 6, avant-dernier numéro en français d'Age of Ultron. On arrive bientôt à la fin, le mois prochain on aura la fin de l'histoire. Alors la dernière fois que je vous avais parlé d'Age of Ultron, c'était le numéro 4, et je disais, le premier épisode qui était publié dedans était pas mal, et à partir du deuxième je me disais, oh non. Et ben là c'est mieux. On commence à voir que peut-être la fin va peut-être pas être aussi pourrie que ce que le numéro 4 pouvait nous laisser penser. Ça relève un peu le niveau, et donc là, j'attends la fin pour savoir. En tout cas, c'est en kiosque en ce moment. Vous pouvez aller l'acheter. Évidemment, pour comprendre, il faut avoir lu les premiers. Et puis, voilà. Euh, c'est quand même un bon numéro, l'avant-dernier avant la fin, donc bah je vous le conseille quand même si vous avez lu le début, quoi. Si vous n'avez pas encore commencé Age of Ultron, au point où j'en suis, je sais pas si je vous conseille de vous plonger dans ce crossover, quoi. Je sais pas si ça aura vraiment des conséquences après. Si ça a des conséquences après, bah oui, il faut le lire. Sinon, je pense que on peut faire l'impasse parce que c'est quand même pas le meilleur event. Euh, il me semble. J'ai pas lu beaucoup d'éventes, hein, j'ai commencé cet été, mais c'est pas super, quoi, par rapport aux autres histoires que j'ai lues. Voilà, j'ai fini ma pile de tout ce que je devais vous faire. Putain, on a touché la demi-heure quand même. Alors, je vous avais parlé, juste petit point de ce que je vais faire dans les prochaines émissions.
Je vous avais parlé de Watchmen, je vous avais dit que je vous parlerais de Watchmen dans une émission Mes Lectures Comics. Et ben non, je vais pas le faire puisque après avoir lu Watchmen et avoir lu tous les numéros de Before Watchmen, et ben je me suis dit que c'est trop gros pour que j'en parle simplement dans un Mes Lectures Comics. Donc je vais vous préparer un dossier Watchmen et puis je vous posterai ça dans les semaines qui viennent, un dossier complet sur Watchmen. À arriver aussi dans les jours qui viennent, là par contre c'est la review de Superman Saga numéro 1 que j'ai acheté vendredi, que j'ai presque fini de lire. Et comme je vous avais fait une review de Justice League Saga numéro 1, je vais vous faire une review de ce Superman Saga numéro 1. Et puis j'irai lire... je me fais influencer par Thomas Rivière. Non, mes lectures comics. Normalement la semaine prochaine, puisque j'ai pas mal de choses en attente de lecture aussi. Alors voilà, l'émission se termine ici. C'était long, c'était très long comme mes premières vidéos. Je pensais pas que ça serait si long, mais j'avais beaucoup de choses. Je ferai plus court les prochaines fois. En attendant, bonne année encore une fois. Portez-vous bien, lisez des comics. Et puis achetez-les et parlez-en autour de vous. Allez, à bientôt.